Voilà, le débat démarre. Notre médiateur est Daniel Rome, que tout le monde connaît, sinon je le présente. Et nous aurons ensuite des interventions de 3 personnes, finalement, de deux personnes que Daniel va vous présenter. Donc le débat démocratie et libéralisme. Daniel, je te passe la parole. C'est bon, vous m'entendez? Mais mets-le en face de ta bouche. Mais rapprochez-vous. Allez, Jean-Jacques, à table. Serge. Olivier. Richard, à table. Donc le débat est démocratie et libéralisme. On a invité donc à ma droite Sylvie Gandon, qui est professeure de sciences économiques et sociales au lycée Jean Jaurès et militante associative dans les AMAP et militante politique. Et puis Karl Gazi, qui est responsable de la CGT Commerce et qui est très impliqué contre la loi travail. Donc quelques mots, puis après je vais leur passer la parole parce que on vient de vivre une séquence électorale importante et on parle beaucoup de crise de la démocratie, mais on peut s'interroger sur est-ce que c'est la démocratie qui est en crise ou est-ce que c'est pas le fait que les citoyens se sentent de moins en moins représentés par les forces politiques, syndicales, associatives. On a quand même quelque chose d'important qui doit nous faire réfléchir, c'est que depuis 40 ans, le taux de participation électorale, donc le niveau de l'abstention, n'a pas cessé d'augmenter. Quelques chiffres, en 78, sur la décennie 70-80, on avait une moyenne de 27% d'abstention. Sur la période qui va de 2010 à 2017, on a une moyenne de 43% d'abstention. Pour autant, on a vu par exemple sur la loi travail, et Karl nous en parlera, une très forte mobilisation, et on a vu à intervalles réguliers le mouvement social qui s'est mobilisé pour défendre un certain nombre de choses. Je pense par exemple en 1995, après l'élection de Chirac et la nomination de Juppé comme Premier ministre, le fort mouvement social pour défendre les retraites. Il y a eu 2003, il y a eu 2010, et puis l'année dernière, contre la loi El Khomri, contre la loi travail, qui signe l'arrêt de mort du Code du travail. Pour autant, on a l'impression d'une atonie du mouvement social et la difficulté de travailler sur les relations entre mouvement social et politique. Et donc, une question qui se pose à nous, c'est est-ce que la démocratie est en panne? Alors, pour essayer de travailler sur ces questions, je propose que Karl essaye de nous éclairer, parce qu'on a, après l'élection du président de la République, le fait, par exemple, qu'il décide de procéder par ordonnance, c'est nier le rôle du travail parlementaire, mais on a vu dans le précédent quinquennat aussi la manière dont le président de la République et le Premier ministre ont nié complètement le rôle des syndicats dans l'élaboration de la loi. C'est-à-dire repenser autrement la démocratie et faire en sorte que la démocratie invite l'ensemble des citoyens à être vraiment partie prenante d'un projet de société et pas penser qu'une petite minorité pourrait avoir l'ascendant sur la manière de penser le monde, de penser la vie et de penser à la place des autres. Voilà. Donc peut-être pour démarrer, Karl, par rapport à cette question de est-ce que la démocratie est en crise, les rapports entre démocratie et libéralisme, et comment, toi qui es impliqué dans le mouvement social et plus particulièrement au CGT Commerce, comment toi tu vois les choses en tant que syndicaliste? Oui,
il y a certainement une crise, mais de quelle crise parlons-nous et comment elle se manifeste? Pourquoi aujourd'hui le gouvernement se permet de procéder par ordonnance pour continuer l'œuvre largement entamée déjà sous François Hollande et dont le point d'orgue a été la loi El Khomri? Pourquoi peuvent-ils se le permettre? Sinon, parce qu'ils ont déjà testé la capacité de réaction des organisations syndicales pendant le précédent quinquennat. Et donc, il y a eu cet épisode El Khomri, sur lequel je reviendrai, mais il y a eu avant l'épisode El Khomri, des lois extrêmement régressives qui sont intervenues, la loi de sécurisation de l'emploi, il y a eu la loi Rebsamen, il y a eu la loi Macron, il y a eu tout un tas de textes régressifs dont on a moins parlé autour, et qui n'ont pas suscité de réaction majeure des organisations syndicales, alors qu'une décennie avant, ou 20 ans avant, il y aurait eu la moitié de la France dans la rue. Et puis, il y a eu la loi El Khomri, qui bien sûr a suscité une mobilisation importante, mais qui malgré tout est restée insuffisante en termes de grève dans les entreprises pour faire reculer le gouvernement. Et là, c'est pas un symptôme ponctuel auquel nous avons assisté, on est vraiment sur une situation qui est ancienne et qui va en se dégradant, et dont on peut dater l'origine autour de 1974 avec la naissance du chômage de masse et un affaiblissement durable des organisations syndicales, en particulier dans le secteur privé. Je m'entends souvent dire « Ouais, mais en 68, on a été capable, pourquoi aujourd'hui on n'est plus capable ?» Pourquoi on n'est plus capable de faire aujourd'hui ce qu'on a fait en 1968? C'est parce qu'il y a beaucoup moins d'organisations syndicales présentes physiquement dans le secteur privé. Et pour pas être trop long, à ça, il y a de multiples raisons. Il y a d'abord le chômage de masse, qui a détruit des pans entiers des bastions syndicaux dans des professions qui étaient très syndiquées, sans que pour autant, dans les nouvelles professions qui se sont développées, le syndicalisme n'ait pu se renforcer. Et il y a aussi la politique patronale, justement dans ces nouveaux secteurs qu'on connaît bien. Moi, je viens du secteur du commerce, où la répression est extrêmement forte, où il est extrêmement difficile d'implanter une organisation syndicale. C'est un vrai parcours de combattant. Mais également, il y a un éclatement de plus en plus important de la communauté de travail qui rend extrêmement difficile le fait d'organiser un syndicat dans l'entreprise. Un éclatement, pour résumer, qui se manifeste essentiellement de deux manières. Un éclatement des statuts, avec des salariés qui travaillent au même endroit, mais qui relèvent de plus en plus souvent de statuts différents. C'est la sous-traitance, par exemple. Mais également un éclatement géographique et horaire. Par exemple, vous avez des boîtes, je citais tout à l'heure un camarade, le cas de Kiabi, chez qui travaillent 6 à 7 000 salariés, sur des centaines d'établissements qui n'excèdent souvent pas les 10 salariés sur toute la France. Et dans ce genre d'entreprise, il est extrêmement difficile, bien évidemment, d'implanter un syndicat et de construire un rapport de force. Vous ne pouvez pas organiser une grève sur les salaires où tous les magasins seraient fermés le même jour chez Kiabi. C'est matériellement impossible à réaliser. Voilà, ces questions-là nécessitent que les organisations syndicales réfléchissent enfin à ces difficultés-là, sortent un petit peu de schémas un petit peu folkloriques de l'action syndicale qui ne fonctionne plus aujourd'hui. Il y a eu des caches-misères, et dès 1995, j'ai cité 95 tout à l'heure, j'avais dit attention, c'est la première fois qu'on parle de grève par procuration, et c'était la première fois qu'on voyait le public faire grève tout seul et le privé, et c'était un symptôme très fort, et un symptôme que les organisations syndicales qui ont été sur une période favorable après 1995, ben, ces organisations n'ont pas mis à profit cette période favorable d'une dizaine d'années qui a suivi 1995 pour repenser en profondeur ce qu'il fallait faire pour de nouveau réinvestir le secteur privé. Et ça pèse effectivement très lourdement sur le rapport de force et donc la manière dont les gouvernements et les patrons tiennent compte des organisations syndicales dans les décisions qu'ils prennent.
Merci Karl. Pour compléter le débat, on a invité aussi Sylvie qui va nous parler plus particulièrement de Podemos, parce qu'on parle en même temps de crise de la démocratie, et dans toute l'Europe, on a deux aspects qu'on voit apparaître maintenant depuis plusieurs années. C'est une poussée de l'extrême droite, et d'autre part, de manière généralisée, un très fort niveau d'abstention électorale. Pour autant, en Europe, il y a un effondrement de la social-démocratie dans la plupart des pays, et on voit apparaître de nouveaux mouvements politiques. Alors, il y a eu Syriza en Grèce, et puis il y a un nouveau mouvement qui est dirigé par l'Unité populaire, par Zoé Konstantopoulos, qui était l'ancienne présidente du Parlement. Podemos, Syriza, on a une très forte poussée de la gauche progressiste en Belgique. Voilà, on ne va pas citer tous les pays, mais on a en même temps un effondrement de la social-démocratie, un effondrement des partis communistes dans toute l'Europe, une émergence de nouvelles formes d'action politique qui fait que, par exemple, en Espagne, Podemos a conquis la ville de Madrid et la ville de Barcelone. Et on a vu, par exemple, en France, France Insoumise présent dans plus de 80 circonscriptions face à La République En Marche, avec des scores qui sont tout à fait honorables, qui vont entre 25 et 40%. Donc, sur le plan syndical et sur le plan du mouvement social, il y a ce que Karl a évoqué. Maintenant, je vais passer la parole à Sylvie pour qu'on voit l'autre aspect. Sur le plan politique, l'émergence de nouveaux mouvements, et puis qu'on ait ensemble peut-être une réflexion commune. On n'est pas là pour apporter la bonne parole, on est plutôt là pour essayer de comprendre, de s'interroger, et puis de travailler, parce qu'on a dans les semaines qui viennent des batailles importantes à mener, et Attaque est très impliqué avec le mouvement social contre la loi travail et contre l'état d'urgence, parce qu'on va constitutionnaliser des choses très très graves sur le plan des libertés publiques, et donc il est important qu'on ait cette réflexion. Mais en attendant, je vais passer la parole à Sylvie. Oui, alors mon intervention portera donc sur le populisme, notamment le populisme de gauche, et sur les questions soulevées par l'adoption de cette stratégie populiste. Alors, d'abord, je vais faire un rapide historique du populisme très rapide. Ensuite, donc, je parlerai de la défaite de la social-démocratie et des causes. Je présenterai les grands traits du populisme tel qu'il a été élaboré par Chantal Moufle et Ernesto Laclau. Et ensuite, je verrai les 6 grands axes programmatiques qui posent problème, en tout cas qui posent question si on devait adopter une stratégie populiste. Alors, c'est vrai que quand on parle de populisme, c'est un terme qui est régulièrement employé par les médias pour discréditer des personnalités politiques. C'est vu comme de la démagogie qui flatte les bas instincts du peuple, parce qu'évidemment, il n'y a que le peuple qui a de bas instincts, l'élite n'a que des instincts ou des intérêts élevés. Alors, ce qu'on va appeler populisme, c'est un discours en fait qui fait appel au peuple et aux intérêts du peuple en les opposant à ceux de l'élite. Et le discours populiste, il est incarné par un leader charismatique. Alors le populisme, j'en parlerai pas de façon, j'irai pas très loin dans l'histoire, mais on a comme une première forme qui est apparue dans les années 80, qui est le populisme de l'abondance, avec notamment Berlusconi et Bernard Tapie, où on avait des self-made men qui se présentaient comme les porte-parole du peuple contre les institutions politiques et contre les partis traditionnels, et qui dénonçaient notamment l'emprise du politique sur le judiciaire. Ensuite, dans les années, fin des années 90-2000, on a vu apparaître un populisme punitif qui était le populisme des juges, avec le juge Garçon en Espagne, les juges Jean-Pierre Bruguière en France et Di Pietro en Italie, qui représentaient les intérêts du peuple contre les mafias et contre les corrompus. Alors aujourd'hui, il y a un vrai changement structurel et qualitatif, avec un populisme anti-système très fort en Espagne avec Podemos, en Italie, alors même si on discutera de l'ancrage du mouvement des 5 étoiles. Et donc on a un populisme là qui veut radicaliser la démocratie et qui veut reconstruire des identités politiques nouvelles. Alors évidemment, il faut recontextualiser ça dans la défaite de la social-démocratie européenne. Bon, on ne reviendra pas là-dessus, on a vu tous l'effondrement du Parti socialiste, de la social-démocratie,
et même les partis de la gauche plus radicale qui n'arrivent pas à proposer un projet alternatif à l'idéologie libérale. Alors rapidement, les causes de l'échec de la social-démocratie, c'est qu'elle n'a jamais été capable d'anticiper la capacité du capitalisme à innover technologiquement, à s'adapter aux innovations et à tous les chocs. Ensuite, la social-démocratie a privilégié la dimension économique dans les clivages sociaux et a complètement négligé tous les conflits qui pouvaient être sur une base ethnique ou religieuse. Et surtout, la social-démocratie a été incapable d'imposer son hégémonie culturelle. Elle a finalement sacralisé le consumérisme et la privatisation de la vie. Elle n'a jamais cherché à imposer une hégémonie qui lui soit propre. Alors évidemment, dans ce contexte-là, elle a adopté les théories de la troisième voie, notamment qui ont été prônées par Anthony Giddens en Angleterre et qui ont été portées par Schroeder ou par Tony Blair, dans lequel finalement, dans la société, il n'y avait plus de clivage. Il n'y avait plus que les insiders et les outsiders. Et finalement, tous les conflits pouvaient se régler par une discussion, par un dialogue. Et puis les conflits qu'on n'arrivait pas à résoudre, ça se terminait devant le juge. Donc c'était la primauté du judiciaire et du juridique sur la sphère politique. Alors évidemment, cette stratégie est en échec total. Bon, évidemment, je n'ai pas parlé non plus de l'incapacité de la social-démocratie à analyser les racines libérales de l'Europe et à s'opposer à la mondialisation libérale, au libre-échange et à tous les traités qui ont été un garrot pour nos économies. Alors, face à cet échec, on parle même de société post-démocratique, à cette hégémonie libérale qui prône un consensus dans lequel, évidemment, il n'y a pas d'alternative, il n'y a que des politiques d'austérité qui sont raisonnables, eh bien, il y a des penseurs qui proposent une autre stratégie. Donc, il s'agit de Chantal Mouffe et d'Ernesto Laclau, qui proposent donc le populisme comme une intervention populiste, un moment populiste. Et la logique, c'est de construire une autre frontière politique qui remplace les anciens clivages droite-gauche et qui remplace par les clivages au bas, peuple contre l'élite. Donc l'idée, c'est de reconstruire un espace politique qui est caractérisé par le conflit, non pas le consensus, un espace politique qui est complètement dissous dans la sphère économique aujourd'hui, et de reconstruire le peuple. Parce qu'en démocratie, pour qu'il y ait démocratie, il faut qu'il y ait souveraineté populaire, et la souveraineté populaire, elle peut exister que s'il y a un peuple. Donc il faut reconstruire le peuple, il faut reconstruire le démos, lui redonner une unité. Donc ça, c'est vraiment les grandes lignes des propositions de ces penseurs. Alors évidemment, il y a aussi des apports de la pensée de Gramsci sur l'hégémonie culturelle, avec l'idée d'imposer sa propre hégémonie culturelle, ses propres valeurs, ses propres symboles, pour devenir la centralité du débat. Et on voit que tout ça, ça a été repris largement par Podemos. Alors maintenant, pour venir aux questions, parce que tu m'as dit de mettre en œuvre apparaître les questions qui se posent. Alors si on voulait, effectivement, l'idée c'est pour les insoumis de reconstruire, d'adopter une stratégie populiste. Donc premier axe programmatique, c'est imposer une nouvelle identité sociale qui englobe le peuple, en la construisant sur un clivage, le peuple contre les élites. Alors le problème, c'est quel périmètre? Qui est-ce qui appartient aux élites? Alors, est-ce qu'on fait une distinction statistique, on va dire les 1% les plus riches, ou bien les 10% par exemple, avec les 50% des classes populaires et 40% des classes moyennes? Est-ce qu'on dénonce le bloc oligarchique? Alors, bloc oligarchique, c'est les élites qui vont passer de la sphère de la banque à la haute administration publique, qui s'auto-reproduisent et qui s'autonomisent de la société, ou certains proposent de parler de bloc élitaire. Ce qu'on entend par le bloc élitaire, c'est la petite élite, suivi de ceux qui espèrent atteindre la même position et qui sont soutenus par ceux qui sont soumis naturellement, de par leur position, qui sont soumis à cette élite. Donc la question est de savoir où est-ce qu'on va tracer le clivage entre le peuple et les élites. Ensuite, la deuxième axe programmatique, c'est de construire un nouveau récit auquel le peuple peut s'identifier. Le problème est ce récit, comment l'imposer, par quelle voie, par quel outil et par quel média? Parce qu'évidemment, on n'a pas de médias. Ensuite, il y a une ambition transversale dans le populisme qui est il y a un lien très fort de Podemos avec le mouvement social, qui est de relier le mouvement politique et le mouvement social. Alors ça a été possible en Espagne. En Espagne, il y a un terreau très riche de coopératives, cantines populaires, de plateformes, de lutte contre
les expulsions, par exemple, qui s'expliquent parce qu'en état social, en Espagne, l'état social, l'état-providence est dramatiquement faible. Donc le peuple doit s'auto-organiser pour survivre. Et donc ça, on a un vrai terreau militant avec des classes populaires et des nouveaux militants qui sont formés dans les marais, dans les grandes manifestations. Le problème en France, enfin, c'est pas un problème en soi, mais c'est une question, c'est que l'état social assure encore un filet de sécurité. Et donc le mouvement social n'est pas caractérisé par cette auto-organisation des classes populaires. Donc ça, c'est une question qu'on doit trancher. Hein. Ensuite, autre axe programmatique, comment unifier toutes ces luttes ? Comment unifier des luttes qui sont aussi clivées avec une telle pluralité de valeurs ? Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en avant les questions de justice environnementale qui permet de concilier les luttes écologiques et les luttes sociales, étant donné que ce sont quand même les plus pauvres qui sont victimes avant tout de cette destruction de l'environnement. Comment construire un projet émancipateur ? Alors ensuite, autre axe programmatique du populisme, il propose d'abandonner tous les symboles de la gauche, le drapeau rouge, l'international, qui sont trop identifiés, pour imposer de nouveaux symboles. Alors c'est vrai qu'il y a un échec idéologique et culturel de la gauche traditionnelle. Est-ce qu'on abandonne tous ces symboles ? Est-ce qu'on en conserve ? Lesquels ? Sur quelle base ? Et ensuite, dernière question, pour construire le populisme, il faut une ambition verticale, c'est-à-dire un parti-mouvement, un parti nouveau qui soit ancré dans les mouvements sociaux. Donc quel type de mouvement construire en France ? Évidemment, il faut un parti qui soit capable de conquérir le pouvoir politique, mais il faut aussi un parti qui soit très inclusif, c'est-à-dire capable d'intégrer des nouvelles personnes, des nouveaux militants ou des militants venant d'autres partis, d'autres horizons. Et donc, comment construire un mouvement démocratique qui ne soit pas qu'un parti de militants, qui intègre aussi des citoyens qui ne sont pas militants ou qui ne se soient pas signalés comme militants. Est-ce qu'on développe surtout des assemblées ? Est-ce qu'on met en place le tirage au sort ? Donc la question est comment militer autrement pour avoir un parti qui intègre toutes ces franges de la population. L'autre question qui se pose, c'est quelle place pour les plateformes numériques ? Est-ce que cliquer, c'est s'engager de la même façon qu'un militant qui est sur le terrain ? Alors le choix de Podemos pour l'instant, ça a été de donner autant de place à celui qui clique sur une plateforme qu'au militant sur le terrain. Ça a été le choix du dernier congrès de Vistalec. Est-ce qu'on doit être sur cette base-là ? Et s'il y a des plateformes numériques, qui est-ce qui les gère ? Il faut que ces plateformes numériques soient aussi gérées de façon la plus démocratique possible. Puis il y a la question aussi de l'autonomie financière de tous les groupes qui existent. Quelle autonomie financière ? Alors, en Espagne, par exemple, le trop-plein des élus est redonné à des cercles participatifs et collaboratifs. Donc voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent à nous, c'est tout un chantier. Évidemment, il est hors de question d'appliquer chez nous Podemos, puisque la situation de l'Espagne est très différente de celle de la France. Comment est-ce qu'on met en place une démocratie délibérative ? Est-ce que c'est possible ? Ça repose sur certaines hypothèses assez lourdes, on en reparlera. Donc voilà, beaucoup de questions se posent à nous et bon, je ne sais pas si on va tous les trancher ici, mais voilà. Merci Sylvie. Est-ce que certains veulent réagir aux propos de Karl et de Sylvie ? Donc c'est Chantal Mouffe qui est belge, Ernesto Laclos qui est en Angleterre, qui enseigne à Londres, qui avait été félicité par Osborne, qui est un historien marxiste. Ils sont un peu post-marxistes. Karl, est-ce que tu veux réagir aux propos de Sylvie ? Non, pas directement. Pas directement. En tout cas, là, une question qui se pose, puisque si on a invité Karl et Sylvie, c'est pas le fait de hasard, c'est repenser la démocratie face à la logique libérale, néolibérale, c'est aussi la démocratie sociale et politique. Ce dont on a beaucoup souffert en France depuis maintenant une trentaine d'années, sans refaire toute l'histoire du mouvement ouvrier depuis le 19e siècle, c'est qu'on a connu toute une période où le mouvement social était extrêmement lié, pour ne pas dire inféodé, mais en tout cas extrêmement lié à un parti qui était le Parti communiste, et notamment la CGT qui était très liée organiquement au Parti communiste. Et puis il y a une phase de rupture. Et donc aujourd'hui,
un des problèmes qui se posent, c'est comment construire du nouveau, ce qu'a évoqué Sylvie, qui soit ni subordination du mouvement social aux politiques, ni séparation complètement cloisonnée, où à un moment donné, on ne peut pas de concert travailler sur des luttes communes. C'est réinventer collectivement de nouvelles formes démocratiques, parce qu'on a vu que les élections là, l'électorat de manière très forte a mis en cause un certain nombre de choses qui fonctionnaient depuis un siècle, notamment la forme parti, ce qui ne veut pas dire que les gens sont contre les partis, mais ils sont contre une certaine verticalité de la forme parti, et d'autre part, le rapport des élus à la population, où souvent les gens disent pourquoi aller voter, puisque de toute façon, ceux qu'on va élire ne vont pas apporter notre voix et on n'a aucun moyen de se faire entendre. Une fois qu'ils sont élus, ils font ce qu'ils veulent. Donc la critique qu'on pourrait faire, notamment à Chantal Mouffe et à Podemos, c'est de vouloir opposer le peuple aux élites. La question que je pose et que je pose à nos deux intervenants et puis à vous tous, c'est comment construire du commun ensemble. La question est là. C'est-à-dire que plutôt que d'opposer le peuple aux élites, qui sont les élites, à partir de quel moment telle ou telle personne est considérée dans l'élite, avec le risque qu'on a du populisme de droite, qui travaille sur ce même terrain de la France contre les élites. C'était tout le discours de la campagne électorale de Marine Le Pen. La question, c'est peut-être pas d'opposer les élites au peuple, mais c'est de quel peuple parle-t-on et comment ensemble on va construire un projet commun et comment ensemble on va construire du commun avec différentes formes organisées. Ouais. Bonjour à tous, merci de ce débat. Beaucoup de choses ont été dites et je vais juste vous donner mes impressions, si je puis dire. Premièrement, il faut être optimiste malgré tout, parce que ce qui s'est passé durant l'élection présidentielle et même durant l'élection législative montre qu'à la différence d'autres pays, nous n'avons pas été broyés, pulvérisés et effacés. C'est tout de même la réalité dans certains pays. On évoquait l'Italie, même si on va dire que personne ne s'évanouisse, mais le mouvement 5 étoiles doit être analysé pour ce qu'il est. C'est plus complexe que ce que, y compris moi-même, j'en pensais, où il était facile à une époque d'assimiler ça, quasiment je vais aller à l'essentiel, quasiment à une force d'extrême droite. Ça n'est pas du tout ça. Mais il n'empêche que ça n'a pas, comment dirais-je, la clarté politique de ce que nous avons fait quand même durant les élections présidentielles, notamment je parle de la France insoumise. Bon. Donc on a quand même une force qui a émergé, tout de même 19,5% à l'occasion de l'élection présidentielle qui votent pour Jean-Luc Mélenchon, 7 millions de gens, ça montre qu'il y a une force réelle. Je rappelle, je ne vais pas faire le coup des 600 000 voix parce que ça devient lassant, mais que tout de même quelque chose s'est passé où on était non loin déjà du Front National. Moi j'ai 48 ans, je viens d'un moment, d'une époque politique où on courait derrière le Front National et les rapports de force souvent étaient extrêmement disproportionnés. J'ai bien observé que le Front National est au deuxième tour, ce que nous regrettons tous, mais on est aujourd'hui, voilà quoi, on est à jeu égal si je puis dire, ou non loin de l'extrême droite, et on peut être fier du fait que nous avons fait une élection. Bien sûr c'est insatisfaisant, hein, mais on a mordu sur des électorats populaires. On a remobilisé des gens, et même, c'est pour moi une fierté, on a fait voter des gens pour nous qui jusque-là votaient pour l'extrême droite. Et moi je crois que c'est la méthode, parce qu'on est tous très attachés à faire reculer l'extrême droite, mais il ne faut pas avoir peur du fait que notre but est aussi de convaincre des gens qui jusque-là utilisaient le bulletin Front National pour exprimer quelque chose, mais qui comprennent qu'il y a un autre vote qui n'est pas xénophobe, qui peut exprimer quelque chose qui va dans leur sens. Donc ce travail nous l'avons fait, bien sûr, il n'a pas atteint totalement l'objectif que nous étions fixés, mais observons tout de même qu'il y a quelque chose qui est un point d'appui, d'un point de vue pour des millions de gens. Il y a une force qui est là, et on a même réussi après. Bien sûr, j'aurais préféré que nous fassions mieux, mais qu'à l'occasion des élections législatives, cela se traduise par
l'élection de, je pense notamment aux députés rattachés au groupe France Insoumise de 17 députés, et avec le groupe communiste, une trentaine de députés qui appelaient à voter pour Jean-Luc Mélenchon. C'est pas rien. Bien sûr, tout ça après est déformé par nos institutions, nous le savons, surplombé par un événement qui est majeur, l'abstention. Ne perdons pas de vue que c'est ça l'événement majeur de l'élection législative, sinon on ne comprend pas à qui on s'adresse. Nous ne nous adressons pas uniquement à ceux qui sont allés voter, mais avant tout à l'ensemble de la population. Il y a des gens qui ne sont pas allés voter, il faut comprendre pourquoi ils ne sont pas allés voter. D'où la critique des institutions qu'on a portée, le fait que pour beaucoup de gens, il y a une mise à distance du peuple, avec ce sentiment que bon, ok, on va voter pour l'élection présidentielle parce que ça reste à une échelle de masse une élection qui a une importance, mais bien souvent les gens ont l'impression, et on ne peut pas toujours leur donner tort, que les élections législatives, il y a moins d'enjeux, etc. Donc la critique des institutions, la 6ème République, la nécessité de se battre pour des droits nouveaux, nous on a porté le droit de révoquer les élus, la prise en compte du vote blanc, etc. Je veux dire, ça évolue à une échelle de masse. C'est un débat qui a lieu aujourd'hui, de plus en plus de gens en parlent. Et ça, c'est un acquis politique qui lie la question démocratique à la question sociale, comme tu l'évoquais tout à l'heure, Daniel. Bon, donc j'ai envie de dire qu'il y a des points d'appui. Deuxièmement, sur le débat que posait Sylvie sur le populisme, moi, prenons-le d'un point de vue, quelles sont les tâches que nous avons devant nous. Et après, on verra quel est le nom qui est donné, pas toujours par nous d'ailleurs. Les tâches, elles sont de s'adresser à des millions de gens qui ne se réfèrent plus au même code politique que nous, auquel il suffit plus de dire c'est la gauche, le mouvement ouvrier, ce que vous voulez, pour que les gens comprennent déjà ce que nous voulons faire et se sentent en adéquation avec nous. Pire même, on est dans un moment où les mots ont pris en contenu, où quand il y a certains mots, quand on les utilise, sont des mots qui repoussent des gens. La gauche, ah oui, c'est le PS, c'est Hollande, etc. Donc il faut avoir, dans notre bataille culturelle, que évoquait tout à l'heure Sylvie, la bataille pour l'hégémonie culturelle, il faut reforger des mots, un champ sémantique nouveau, qui, par sa nouveauté, attire un peu l'oreille et montre que nous ne souhaitons pas marcher dans les pas d'expériences qui sont assimilées à des échecs par le passé. D'où l'intérêt, pas à froid, pas dans un laboratoire, mais concrètement, pour faire venir à nous des gens, d'avoir toute une série de références qui ne sont pas les mêmes qu'auparavant. Non pas que nous rejetions les symboles du passé. Nous, pendant la campagne présidentielle, vous avez vu, on a alterné. Il y avait des moments où on chantait l'Internationale, des fois on la chantait pas. Voilà, bon. Alors les copains qui sont attachés à l'international gueulaient pourquoi on n'a pas chanté l'international. Mais sachez qu'il y avait des endroits où quand on se mettait à chanter l'international, c'est un obstacle aussi pour beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi on chante ça, qui sont d'accord avec ce qui a été dit, qui viennent par la crise écologique, la crise démocratique, mais qui disent je suis où là. Ils ont l'impression qu'ils sont rattachés à une histoire qu'ils voient comme une histoire négative. Donc le but n'est pas de créer pour se faire plaisir un musée à visiter auquel si tu n'as pas vu toutes les vitrines du musée, que tu n'as pas compris tous les codes, tu n'es pas le bienvenu, mais bel et bien sur des tâches concrètes de voir ce qu'on fait ensemble. On en est là. Là encore, moi je suis issu, comme j'imagine beaucoup de gens, d'une famille politique, d'une tradition politique. J'ai milité dans des organisations qui se réclamaient du trotskisme. J'ai lu mes classiques. Ici, il y a, j'imagine, dans la salle des amis qui ont été communistes. On a cette éducation politique-là, mais soyons francs, entre nous, on est assez militants. Le but n'est pas seulement de se réunir entre nous, mais comment nous nous portons vers des gens, vers nos concitoyens qui sont assez paumés, qui en plus, c'est ça c'est à partir de là que crée la nécessité de... Le populisme, c'est une stratégie politique. C'est pas un programme, c'est une stratégie politique qui vise, alors pardon d'une correction, moi c'est pas le peuple contre les élites, au contraire, c'est le peuple contre l'oligarchie. Nous sommes des élites, nous sommes une élite. Il y a des techniciens supérieurs qui sont l'élite du pays, il y a des ingénieurs qui sont l'élite, il y a des artistes qui sont l'élite, il y a des ouvriers, etc. Donc l'oligarchie, qui est le gouvernement de peu et qui est lié, lui, à la finance. Donc nous sommes l'élite, j'ai envie de dire le meilleur, contre ceux qui veulent capter le pouvoir démocratique. Et ne leur donnons pas le mot qu'ils, eux, seraient une élite de quoi? Par rapport à quels critères d'ailleurs? Et essayer de remobiliser le peuple en le rassemblant sur des tâches concrètes, qu'on a appelé le mot, reforger un intérêt général qui peut se traduire par l'exigence de répondre à la crise écologique qui touche tout le monde. C'est une bataille qui est aujourd'hui... quels que soient, j'ai envie de dire, les votes précédents des uns et des autres, tout le monde comprend, ou du moins de plus en plus de gens comprennent l'urgence écologique et comprennent qu'il y a un lien entre notre système économique, le système productif et la crise écologique. Donc c'est éminemment subversif aujourd'hui de se poser la question de la réponse à la crise écologique, parce qu'il ne peut pas y avoir de réponse si on ne touche pas au modèle économique. Idem sur la question démocratique que j'évoquais tout à l'heure. De plus en plus de gens, sans se poser la question de la 6ème République, et comprennent que ce système politique dépossède... Voilà, pardon. Alors, juste un mot, alors excuse-moi, t'as bien fait Daniel. Juste pour vous livrer une expérience concrète, et j'arrête là. Le nouveau député que je suis, et vraiment je tenais à le dire parce que Karl a, bon, ça a été bien dit, il y a des spécialistes, on a ce texte là sur projet de loi sur le code du travail, qui est déposé en Conseil des ministres mercredi, porté à notre connaissance comme parlementaire, jeudi en fin de journée, on va dire vendredi matin. Nous devons déposer des amendements lundi à 17h.
le député que je suis et avec tous mes amis du groupe, on n'a pas de bureau, pas d'ordinateur. Je veux vous dire ça pour que très concrètement chacun comprenne de quelle manière aujourd'hui le Parlement est piétiné. D'accord ? Donc on fait le boulot, mais le coup de gueule qu'on a posé ces derniers jours, que vous avez vu, qui se traduit concrètement par une action tout à fait symbolique. Mais les symboles sont ce qui nous reste. De dire nous n'irons pas nous asseoir pour écouter le président de la République au Congrès à Versailles, qui accessoirement la journée coûte près de 500 000 €, je tiens à le rappeler. Voilà, on n'est pas d'accord. Et si on veut respecter la représentation parlementaire, même si on a intégré qu'on était minoritaire dans le champ politique que j'ai dit tout à l'heure, c'est au moins de donner les conditions d'être fidèle à ceux qui nous ont désignés. Ici à Montreuil, j'ai été élu, j'en suis très fier, en disant une chose, non à la casse du code du travail. Et mon boulot de parlementaire, c'est d'être à l'honneur, d'être à la hauteur de l'honneur qui m'a été fait. Donc j'ai été élu pour ça, et je veux des conditions matérielles pour pouvoir le faire. Et le fait qu'il y ait ce coup de force permanent, cette pression qui est faite, cette volonté hégémonique de la part de cette majorité parlementaire, à coup de force de nous faire avancer, c'est un projet politique contre lequel nous nous élevons. Et ça, je crois que c'est porteur, et je voudrais terminer en disant que pour ce qui est de la France insoumise, la décision qui est prise, il faut se poser des questions concrètes, c'est comment cet été aussi on fait le boulot d'information dans les quartiers populaires, pour utiliser un vocabulaire que chacun comprendra, sur les enjeux qui sont là, et le faire tourner vers l'extérieur plus que jamais. Si on fait ça, on participera à l'élévation du niveau et à la bonne compréhension des enjeux du moment, et ça permettra qu'on ait une rentrée sociale peut-être beaucoup plus de mobilisation, parce qu'avant tout, pour que les gens se mobilisent, il faut qu'ils aient une compréhension politique de ce qui est en train d'avoir lieu. On avance, mais il y a un enjeu à continuer à le faire savoir. Excuse-moi Daniel d'avoir été un peu long. Caroline ? Pas être aussi Donc, moi, ce qui m'a énormément choqué dans les élections... Vous m'entendez ? Oui, en face de ta bouche. Vous m'entendez ? Oui. Donc, moi, je suis tout à fait consciente qu'il y a des forces de progrès, etc., et des consensus qui se font aujourd'hui sur les grands thèmes de l'écologie, contre la finance, etc. Mais ce qui m'a énormément choquée, je pense qu'il a fait beaucoup pour l'abstention, c'est parmi toutes ces forces qui défendent ces idées, il y a des batailles politiques et une dispersion des messages, et ça ne me donne pas beaucoup d'espoir, en fait, pour l'avenir. Il y a Karl qui voulait réagir, et c'est lui, puis après je redonne la parole. Essayer de dire très vite des choses, et simplement des choses qui c'est compliqué, donc ça peut apparaître comme étant un peu caricatural, mais le but n'est évidemment pas de caricaturer. Il y a une impasse quand même à vouloir se déterminer comme étant le peuple. Le peuple, c'est pas quelque chose d'homogène, sans contradiction. Et d'ailleurs, la difficulté qu'on a à désigner l'ennemi, c'est justement parce qu'on a du mal à désigner le peuple. Hein. Donc, est-ce que c'est l'oligarchie, est-ce que c'est l'élite, est-ce que c'est... Et c'est quoi le peuple et donc, je comprends... Je comprends qu'il y ait des impératifs de communication à l'occasion d'une campagne électorale, en particulier présidentielle, qui se joue beaucoup sur l'image, sur la personne. Ce sont les institutions de la Ve République qui le veulent. Mais si je comprends ça, il ne faudrait pas non plus tomber dans l'excès inverse d'une hyper-simplification et de venir nous expliquer, par exemple, que le peuple, c'est une notion nouvelle qui viendrait remplacer... des notions un petit peu éculées, parce que le danger, c'est de gommer les antagonismes de fond qui, eux, restent, on ne les effacera pas comme ça d'un trait de plume. Il y a des moments, comme l'élection présidentielle, qui permettent, par le jeu des institutions, que se rassemblent 19,5% de voix autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Je dirais que ça, c'est une manifestation un petit peu par le haut. Ce sur quoi j'essaye d'attirer votre attention et d'insister, c'est que c'est en bas que ça pêche. Et que notre capacité à organiser le rapport de force par le bas, qui est absolument indispensable, si on veut vraiment changer les choses, une conquête du pouvoir par le haut ne suffirait certainement pas aujourd'hui à changer fondamentalement la donne. C'est cette capacité-là par le bas qui aujourd'hui est très fortement dégradée. Elle est dégradée en raison d'une évolution
du salariat en France, des conditions dans lesquelles il fonctionne, des politiques managériales, de la façon dont les entreprises sont organisées, auxquelles les organisations syndicales, qui ont été traditionnellement l'outil de contre-pouvoir dans les entreprises, n'ont pas su répondre. Et il n'y a pas de raccourci à cette question-là. On ne peut pas, comme ça, de manière magique, à l'occasion d'une élection, gommer tout ça, toutes ces difficultés, et ce serait une illusion très grave de penser qu'on peut y arriver comme ça. Voilà, c'est pas une question d'être optimiste ou pessimiste. Si je n'étais pas optimiste, je ne me battrais pas tous les jours. Je suis optimiste, mais je pense qu'il faut quand même prendre le taureau par les cornes et ne pas se réfugier derrière des solutions qui relèveraient un peu du magique. Oui, je vais juste répondre rapidement sur la question du peuple. C'est vrai qu'il y a une vraie dissolution aujourd'hui du nous et du sentiment du collectif. Après 50 ans de société de consommation, ça a été détruit. Et c'est vrai que le peuple est aussi difficile à trouver. Le peuple a toujours été divisé, il y a toujours eu des clivages, il y a toujours des antagonistes, il y a une pluralité de valeurs, et ça on le sait, on ne va pas le nier. Et le populisme ne le nie pas absolument. Le problème, c'est le sentiment du nous. Je suis dans le milieu associatif, on est dans une AMAP, on est dans une résidence qui est les Castors, qui a été construit ensemble dans les années 50. Les gens s'organisaient ensemble pour construire leur propre résidence, et ils avaient fait une salle commune où les commerçants venaient, les gens se réunissaient, projetaient des films, faisaient des fêtes. Ça existait dans les années 50. Quand je suis arrivée dans la résidence dans les années 2000, il n'y avait plus rien, elle n'était plus utilisée. Dissolution totale du sentiment du nous. Et après, on a construit une AMAP, et la MAP s'est installée, et il y a eu des résistances. Les gens ne comprenaient pas pourquoi un groupe organisé voulait s'emparer de ce lieu. Il fallait mieux que ça soit vide, plutôt que des gens s'en emparent et organisent quelque chose. Donc il y a une vraie, ce sentiment du nous, il faut le reconstruire. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que la conquête par le haut, je suis assez d'accord avec toi. Mais c'est à nous, sur le terrain, en étant présents sur des revendications concrètes. Et la question que tu parlais d'un projet émancipateur, pour moi, c'est la justice environnementale, c'est l'écosocialisme, qui permet de réconcilier les luttes sociales et écologiques. Parce que ce sont les pauvres qui subissent le plus les inégalités environnementales. À 8 ans encore d'espérance de vie entre un cadre et un ouvrier. Parce que un ouvrier qui se bat pour ses conditions de travail, c'est pour son milieu de vie. Ça, c'est environnemental. Quelqu'un qui veut se battre pour une AMAP pour avoir de quoi manger, parce qu'il veut manger des produits de bonne qualité plutôt que de la junk food, c'est de la justice environnementale. Et c'est lier les deux qui nous permettra aussi d'unifier les luttes dans un projet émancipateur. Il y avait une dame, là, Nathalie, tu veux bien passer le micro à la dame? Allez-y. Bonjour. En fait, on a déjà réagi après, mais j'étais... Non, mets-le en face. D'accord. Pardon. Donc, je voulais juste... En fait, M. Corbière a repris, en fait, le terme qui me hérisse les poils. Je sais pas trop de poils, mais bon, quand même. Et c'est en fait les élites. Et en fait, je viens de lire le bouquin des Passants Charlot sur la violence des riches, et qui dit c'est quoi cette élite, en fait, et qui remet bien les choses, en fait. Je pense qu'il y a un travail à faire aussi de... je sais pas comment dire, mais de clarification et d'explication. En quoi ils sont des élites? Enfin, ils sont pas des élites, parce que ils sont des gens... je pense qu'il y a des choses à clarifier, en fait, au niveau des gens comme nous, à savoir en quoi ça consiste, pourquoi on est réagi comme ça, comment ça fonctionne, et cette oligarchie, en fait, pourquoi on est tellement assujetti à ça. Après, je voulais dire, en fait, j'ai vu récemment un documentaire, Retour à Yange, donc avec je ne sais plus le nom du réalisateur, mais un documentaire génial, qui est issu de l'Est de la France, et qui, après les élections de Philippot, le FN là-bas, est reparti faire un tour. Et je trouvais qu'en fait, il y a des vraies explications, en fait, du vote FN. Donc des gens qui sont issus des migrations, qui disent moi j'ai jamais pratiqué l'islam, je m'en fous, mais en fait je vais à la mosquée parce qu'auparavant en fait j'allais chez mon voisin quand j'avais un meuble à déménager ou besoin d'un coup de main. Là maintenant je vais à la mosquée parce que la mosquée c'est un lieu aussi, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas comment on peut dire, de convivialité et de rencontre. Je pense qu'il y a des... Après, moi, je suis contente parce que je suis du Nord, donc je suis de l'Aisne. Je n'aime pas du tout ma région parce que c'est 33% du Front National et j'y vais jamais. Mais j'étais contente, en fait, d'apprendre que François Ruffin, lui, il a fait un travail de fond
Et ça fait vraiment plaisir en fait de se dire, voilà, il y a des choses à faire, des choses peut-être à revivre dans le vivre ensemble. Par ailleurs, que je termine, je suis assistante sociale. Heureusement, je suis en arrêt parce que j'en ai ras-le-bol, je suis en burn-out. Mais comment peut-on demander à une assistante sociale d'accompagner 100 personnes bénéficiaires du RSA? Sur les 100 personnes, tous les gens qui viennent de Calais, des gens qui sont sans domicile, et on se rend compte, j'ai l'impression d'être une main armée du Conseil général, à n'être là que pour en fait faire pression sur les personnes, où tout est mis en fait, tous les moyens au niveau des gens bénéficiaires du RSA, tous les moyens sont mis pour contrôler les personnes, pour punir les personnes, et c'est absolument insupportable. Et on entend très peu d'assistantes sociales ou d'éducateurs parler, et il y a une souffrance au travail énorme dans cette branche. Il y aurait des choses avec la France insoumise et les communistes et compagnie, tous les gens, voilà. En fait, il y aurait vraiment des points d'éclairage à faire. Vraiment, c'est absolument terrible ce qui se passe, en fait. Voilà. Principalement en Île-de-France. D'autres réactions, interventions? Nathanaël, tu veux parler? Non, j'ai rien à dire pour l'instant. Oui, allez-y, allez-y. Moi, je réfléchis comme beaucoup depuis très longtemps. Et c'est vrai que il y a une chose, moi, je suis arrivé en fait à un sujet qui est vraiment fondamental, c'est l'intérêt général. L'intérêt général, en fait, c'est une notion qu'on entend très souvent, beaucoup d'hommes politiques ponctuent toute leur phrase avec l'intérêt général. C'est vrai, mais qu'est-ce que c'est que l'intérêt général? Moi, je suis allé en fait sur le site du Conseil d'État et j'ai lu en fait un rapport public de 1999 où là, intitulé Réflexion sur l'intérêt général. Donc je me dis, voilà, c'est un texte à lire. Et je l'ai lu en effet, et c'est vrai que là, il nous présente, le Conseil d'État, en fait, deux conceptions de l'intérêt général. Et c'est vraiment fondamental. La conception anglo-saxonne, qui consiste en fait, pour nos très chers amis les Américains, c'est très facile, il suffit en fait d'additionner les intérêts particuliers, et là on obtient l'intérêt général. Ça c'est la conception anglo-saxonne. La conception française, elle est à l'opposé. Alors, on parle toujours de l'intérêt général, attention, hein, mais c'est une conception opposée. C'est-à-dire qu'en France, l'intérêt général, en fait, c'est une notion transcendantale, pour ainsi dire. C'est-à-dire que quand vous parlez d'intérêt général en France, vous ne pouvez pas entendre une seule fois prononcer l'intérêt particulier. Vous vous situez au-dessus et vous regardez l'intérêt général. C'est une notion vraiment très compliquée, bien sûr, mais, je veux dire, essentielle. Et moi j'aimerais, personnellement, je suis allé l'autre jour au Conseil d'État pour la première fois de ma vie, comme auditeur, comme citoyen bien sûr, sur un sujet, l'entreprise publique. Et j'avais fait aménager sur ma veste, j'avais aménagé un petit badge où j'avais marqué pour un grand débat sur l'intérêt général, conception utilitariste, version anglo-saxonne, et conception volontariste française. Et là, j'ai écouté, bien sûr, avec beaucoup de... Alors là, j'étais le seul, en fait, que des avocats de grandes sociétés, bien sûr, qui étaient là pour écouter l'entreprise publique. Moi, j'étais là parmi tous ces gens. Et à la fin, lorsque tous les débats ont été terminés, j'ai sauté sur l'estrade pour m'approcher, en fait, d'un conseiller d'État et lui dire, voilà, j'ai lu avec beaucoup d'attention votre rapport sur le conseil sur l'intérêt général. Et donc, j'aimerais aujourd'hui, vous voyez, qu'on en discute. Votre travail est merveilleux. Par contre, maintenant, il faudrait en discuter, je veux dire, collectivement, hein, mettre un vrai débat public. Et voilà. Et là, le Conseil d'État, bien sûr, n'est pas entré dans le sujet, c'est sûr. Et tout de suite, il dit, ah oui, c'est un beau travail, mais heureusement, je n'ai pas participé à cette réflexion parce que c'est trop compliqué, il dit. Enfin, et donc, il m'a repoussé comme ça, et puis, bien sûr, il a été serré les mains de gens très, très connus, certainement, autour de... Et puis, il m'a abandonné comme ça, quoi, en fait. Il n'a pas voulu rentrer, bien sûr, dans une petite discussion qui aurait pu, à mon sens, être très intéressante, quoi.
Voilà, donc moi je pense que l'intérêt général. Et moi j'aimerais que lorsque les hommes politiques parlent d'intérêt général, M. Macron, M. Mélenchon, bien sûr, eh ben, je suis sûr que lorsqu'ils parlent. Non mais je sais bien. Mais je veux dire, il est proche de M. Mélenchon. Eh ben, j'aimerais que tout simplement, lorsqu'ils emploient ce terme intérêt général, ils mettent entre parenthèses utilitariste ou volontariste, de façon exactement qu'on sache de quoi on parle, parce que c'est deux conceptions opposées. Donc c'est Jean Rostand qui disait on ne peut pas s'entendre, c'est au même mot, on ne porte pas le même sens. Ah bah oui, c'était pas évident. Et bien c'est ça en fait. Et il faudrait que, moi je pense que pour moi c'est un sujet vachement fort, l'intérêt général. Et hélas, voilà. Alors ça c'est, enfin, est-ce que je peux rajouter une deuxième chose dans un autre registre, hein, petit. J'ai eu l'occasion d'écrire au président de la République, parce que moi je me suis un citoyen normal, hein, c'est comme ça que je m'étais adressé d'ailleurs à M. le président de la République, M. Hollande, et puis j'avais commencé ma lettre comme ça, parce que c'est vrai qu'il faut introduire le sujet, et c'était à propos de la réserve parlementaire. Bien sûr je suis complètement, enfin ça va disparaître, soi-disant, il faut attendre. Ouais. Donc voilà, c'était à propos de ça, et j'avais commencé la première phrase, c'est dire on ne peut pas être, je veux dire, il est déraisonnable, voire illusoire, voire déraisonnable en fait, de penser, de vouloir un homme politique de qualité, si nous-mêmes, si nous citoyens, nous ne sommes pas de qualité. Donc je crois que c'est vachement fort, c'est qu'on a tous, même si on ne vaut rien, parce que souvent quand je m'adresse aux gens, qu'est-ce qu'on peut faire, enfin, les gens désabusés complètement, je dis si, on peut faire plein de choses. Mais il faut par contre retrouver confiance en soi et savoir qu'on n'est pas astreint à un objectif, à des objectifs. Non, on contribue chacun, voilà, très bien, dans la joie, bonne humeur, et on contribue comme ça. Pardon, j'ai... La lettre. Merci. Ouais. Oui. Oui, cette question de l'intérêt général, c'est en fait la question de la démocratie. La démocratie représentative dont on parle, c'est en fait une démocratie agrégative. C'est-à-dire que chacun défend son intérêt, chaque parti représente un certain groupe d'intérêts, un certain intérêt particulier, et on va agréger toutes ses préférences individuelles. Donc évidemment, cette démocratie agrégative, elle est en échec. Donc il y a eu des efforts de réflexion pour essayer de construire une démocratie délibérative, notamment autour de penseurs comme John Rawls ou Habermas. Le problème de la délibération, c'est comment tu la construis. C'est-à-dire qu'à un moment, les gens vont discuter, et c'est une construction. Et c'est aussi un échec, parce que quelles sont les conditions de l'impartialité des procédures qui permettent une vraie délibération? Et c'est ce que répond Chantal Mouffe et Laclos, que les procédures aujourd'hui d'une démocratie relative, ça tombe, rencontre un écueil, et que de toute façon, c'est une construction, c'est un débat qui est antagoniste, qui est la démocratie, elle est agonistique, il y a des conflits qui seront irréductibles, parce qu'il y a des visions philosophiques et religieuses qui sont irréductibles. La seule chose qu'il faut voir, et que propose en tout cas le populisme, c'est que toutes les décisions politiques sont finalement incertaines, c'est-à-dire qu'elles sont provisoires. Voilà, c'est dans un certain contexte, et aussi elles sont indécidables, c'est-à-dire que finalement on ne saura jamais s'il n'y avait pas une meilleure solution. Et je crois qu'il faut aussi assumer ce côté provisoire et cette indécidabilité. On n'a pas la vérité, mais pour l'instant, vu le contexte, ils sentent que ce qui est le mieux pour tout le monde, tout en sachant qu'il y en aura toujours qui ne seront pas d'accord. Ce que tu as dit, j'interviens dans le débat, fait beaucoup écho pour moi, parce que quand on parle d'intérêt général, je pense à une lutte qui est chère à ATTAC et puis à plein d'autres organisations syndicales et politiques, c'est les batailles contre les grands projets inutiles et imposés. Et je pense à Notre-Dame-des-Landes. Où est l'intérêt général quand une multitude de rapports de la Commission européenne ou des rapports commandés par Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, pour montrer comment dire, le fait qu'il faut abandonner ce projet et le fait que le gouvernement Hollande et Valls se sont obstinés à vouloir, quoi qu'il arrive, imposer un projet qui est extrêmement coûteux pour la nation, extrêmement coûteux pour l'avenir. Contre vents et marées, on veut imposer Notre-Dame-des-Landes. Alors j'en profite pour dire que ceux qui sont libres le week-end prochain, il y a un grand rassemblement à Notre-Dame-des-Landes et que nous allons poursuivre le combat pour l'empêcher définitivement. Mais il y a quand même toujours sur la question de l'intérêt général un hic. C'est que le contrat qui a été signé avec Vinci est un contrat léonin qui risque de coûter très cher aux contribuables parce que Vinci a dit que si l'État abandonnait le projet, il devrait lui verser un certain nombre de dommages et intérêts
C'est pareil pour d'autres projets, je pense. Ecomove, par exemple, qui a coûté 900 millions d'euros aux contribuables. J'ai gardé le micro. J'ai j'ai retrouvé en fait. En fait, moi, je suis un élément comme tant d'autres. Je veux dire, qu'est-ce que je peux faire? Ce que je peux faire, c'est discuter. Aujourd'hui, ce qui nous manque, en fait, on est très nombreux, mais il faudrait qu'on ait. Moi, ce que je fais, c'est que là, je suis de Rennes, je viens ici à Paris, en fait, pour rendre visite à mon frère qui a fait un grave AVC et qui est à la clinique Tournelle, et je viens donc tous les jours, pendant 15 jours, le rendre visite. Mais par contre, sur mon trajet entre Montreuil et pour la Rennes, en fait, eh ben, je m'approche de gens et je discute avec eux. Et j'aborde alors je reste très consensuel, bien sûr, hein, je vais pas rentrer dans le vif, hein. J'interroge, je fais le naïf, je dis, ah oui, vous croyez ça, vous? Enfin, vous voyez, des choses un peu évidentes, de façon à casser la glace, qu'on appelle ça. Et puis après, une fois qu'on commence à rentrer dans le débat, je vous assure que c'est vrai qu'on a de très belles conversations, hein, et qu'on se sépare par obligation, parce qu'on doit descendre là, et c'est toujours des poignées de main très sincères, et merci encore la discussion, et ainsi de suite. Je pense qu'on a besoin de ce débat. Robert, à toi. Et puis, notre ami Karl devra partir à 4h, parce qu'il a d'autres obligations, donc on lui redonnera aussi. Bonjour, je suis arrivé en retard, j'en suis désolé. J'ai mis 2 heures pour faire 600 mètres. La 600 mètres, j'ai mis 2 heures. Oui, 2 choses. Ce qui m'avait amené à partir il y a 3 semaines, c'est cette insupportabilité de cette division des forces de ce qu'on pourrait appeler la gauche radicale. Et du coup, je suis allé pour essayer de voir comment ça pourrait fonctionner. Par rapport à quand je suis arrivé, Sylvie, c'est ça, tu parlais de Podemos, etc. Je crois qu'il y a un truc très spécifique. Que ce soit la Grèce, que ce soit l'Espagne, ce sont des pays où les masses populaires ont été touchées d'une façon absolument criminelle par la proposition de la Commission européenne, mais déjà par tout le travail que la droite avait fait dans ces pays-là. Du coup, dans ces 2 pays, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des mouvements populaires, au sens où ça c'est parti de la base, qui ont démarré, que ce soit dans les milieux paysans, dans les usines, autour de la question du logement. Et c'est à partir de là que des organismes comme Syriza, avec un noyau relativement étroit, où Podemos ont pu se construire. C'est une spécificité de ces pays très 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 propre, et qui étaient des pays en plus où effectivement l'ascension d'une partie de la population, des classes de ce qu'on pourrait appeler les classes inférieures de la moyenne bourgeoisie, la petite bourgeoisie avait pu accéder à la propriété, à logement, etc. Et on a vu tout ça se casser. En France, on n'a pas ce phénomène, pour des tas et des tas de raisons. La crise, elle touche, mais en même temps, on est dans un pays où encore, et c'est un petit peu du tous les jours, disons, le hamac social continue à fonctionner de moins en moins bien, mais il est là. Du coup, on n'a pas ce moment. C'est-à-dire qu'on se retrouve plus avec toujours cette différence de la force qu'a été la dégradation des conditions de vie d'un pays dont je rentre là, qui est le Portugal. Au Portugal, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on se retrouvait avec une droite qui avait complètement accompagné, si ce n'est même précédé, les injonctions de la Commission européenne, avec des conditions de vie mais à tous les niveaux, logement, alimentation, extrêmement dégradé. Et où
n'avait pas ça, un peu comme ici. Et du coup, ce qui s'est passé, mais les gens le savent, c'est qu'il y a eu deux partis de gauche, de la gauche, à la fois le Parti communiste et le bloc d'Esquerda, le bloc de gauche, qui ont accompagné dans un appui critique un parti socialiste, qui était un parti centre-gauche, jusque centre-gauche, mais qui, bien que minoritaire, a aujourd'hui avec cet appui la majorité. La question qui se pose ici, c'est que les conditions sociologiques sont telles que moi je ne vois pas dans les années qui viennent, qui me restent à vivre. Je ne vois pas un mouvement démarrant à la base. Donc je pense que tout doit être fait à la fois pour qu'on favorise à tous les niveaux, que ce soit à Sivière, des Arabes, ou avec Qatar, un retravail à la base, mais on retravaille aussi au niveau, et ça, les camarades d'attaque contre le savent. J'ai toujours été quelqu'un qui a appuyé sur le fait qu'on était dans un régime parlementaire représentatif avec toutes ses limites et que les députés, il fallait sans cesse les interpeller. Et ça, je pense que il faut donc retravailler là-dessus. Et c'est important qu'on puisse retravailler, que les gens de la France et qu'aujourd'hui, les gens qui sont des alliés objectifs avec lesquels il faut travailler tout en étant. Merci Robert. Je vous propose qu'on conclue, parce qu'après il y a encore d'autres festivités qui nous attendent. Donc pour conclure, je vais donner la parole à Karl et puis après à Sylvie, puis on arrêtera ensemble et on continuera sur d'autres choses. Oui, un petit mot très rapide, parce que je dois vraiment partir. On n'a pas trouvé de solution clé en main pour résoudre les terribles difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Néanmoins, il y a tout de suite une bataille extrêmement importante à mener. C'est la bataille contre les ordonnances Macron. Nous devons la mener. On la gagnera, on la perdra, mais nous devons la mener. Il y en aura d'autres derrière à mener. Et ce dont je suis convaincu, c'est de la nécessité de l'unité, quoi qu'il arrive. Il faut créer les conditions de cette unité, même si on a des divergences tactiques ou des divergences parfois stratégiques, parce que le premier coup d'arrêt que nous mettrons à Macron, Macron n'y résistera pas. Sa base sociale est trop fragile, trop friable pour qu'il puisse résister longtemps, si on arrive à lui mettre ce coup d'arrêt qui est absolument fondamental. Si on n'y arrive pas, en revanche, il peut stabiliser pour longtemps encore une 5e République qui est malgré tout à bout de souffle. Merci Karl. Sylvie, un mot de conclusion? Oui. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de ne pas être toujours dans des positions défensives, mais aussi d'être des forces de proposition. Alors on est toujours en train de suivre, de courir derrière l'agenda du gouvernement. Et effectivement, je ne dis pas qu'il ne faut pas lutter contre le Code du travail, mais je pense qu'il faut aussi se battre pour des droits sociaux, pour par exemple pour le droit à la ville, pour le droit à une bonne vie. Et il faut aussi avancer nos propositions à nous pour être vraiment une force de construction et pas seulement une force qui joue en réaction. En réaction du gouvernement. Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a juste une difficulté majeure, c'est que autant nous arrivons à nous unir très largement aujourd'hui pour nous battre contre, autant pour ce qui est des propositions alternatives, l'unité est plus difficile à réaliser. Merci à vous deux et puis que la fête continue. Oui, c'est ça.